Bonjour, bienvenue à cette capsule sur la sélection et l'évaluation de modèles partie 1. Partie 1, pourquoi? Parce qu'on va faire une introduction relativement théorique là, sur la sélection et l'évaluation de modèles dans cette capsule-ci. On va y revenir plus tard dans la session, là, après qu'on ait vu les arbres et les forêts aléatoires. Donc pour l'instant, c'est ça, cette partie-ci est un petit peu plus théorique par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Premièrement, je veux que vous compreniez les difficultés liées à la mesure de l'erreur d'un modèle. Et deuxièmement, je veux que vous connaissiez et que vous soyez en mesure d'utiliser une des méthodes pour évaluer l'erreur d'un modèle, qui est la validation croisée. C'est probablement la méthode la plus facile à mettre en œuvre dans plusieurs scénarios. Et puis, c'est une méthode qui fonctionne assez bien en général. On va faire un bref rappel sur ce qu'on a fait lors de notre dernière séance en classe. Alors, à ce moment-là, je vous ai parlé de ce qu'on faisait quand on fait un modèle prédictif. En fait, en général, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut prédire une certaine variable cible Y en fonction de certaines variables explicatives X. Pour ça, on va faire l'hypothèse que notre Y y suit une certaine fonction déterministe de nos X, plus un terme d'erreur. Le terme d'erreur étant la portion aléatoire de Y. Donc, le défi, c'est un peu de trouver l'estimation de f de x, l'estimation de la fonction f. En général, on va le trouver en cherchant à minimiser d'une façon ou d'une autre l'espérance d'une certaine fonction de perte. Donc, par exemple, notre fonction de perte, ça pourrait être la fonction de perte quadratique au carré. Donc, on pourrait chercher à minimiser l'espérance de cette valeur-là. Ça, c'est dans le cas continu. En général, dans le cas binaire, on va plutôt chercher à minimiser on pourrait chercher à minimiser là, une fonction de perte qui serait la fonction de perte 0, 1. On a regardé un petit peu plus la fonction de perte quadratique, donc l'erreur quadratique moyenne, et on a regardé en classe comment on pouvait décomposer l'espérance de cette valeur-là en 3 termes. Donc, un terme qui est associé au biais du modèle, un terme qui est associé à la variance du modèle, et un terme qui est associé à la variance de epsilon, donc à la variance de la portion aléatoire de notre modèle. Quand on cherche à estimer, à trouver un bon modèle, en général, si on ajoute trop de paramètres dans notre modèle, si on donne trop de complexité à notre modèle, on va faire diminuer ce terme-là, on va faire monter ce terme-ci, parce que les paramètres supplémentaires vont comme venir s'ajuster à la portion aléatoire, alors que ce qu'on veut que notre modèle modélise, là, c'est vraiment juste la portion déterministe de notre Y. Alors, c'est ce qui se produit finalement quand on a un modèle qu'on dit qui a surappris ou qui est surentraîné. Alors, on a tout expliqué ça au dernier cours. Maintenant, aujourd'hui, on va se concentrer sur la mesure de l'erreur d'un modèle. Alors, pourquoi on veut mesurer l'erreur d'un modèle? Bien, premièrement, parce qu'on veut choisir le meilleur modèle. Typiquement, ce qu'on va faire quand on a à faire une prédiction, c'est qu'on va ajuster différentes catégories de modèles. On pourrait ajuster une régression linéaire, un réseau de neurones, un SVM ou une forêt aléatoire, un gradient boosting. On pourra en essayer quelques-uns. Et puis, on va chercher à choisir le meilleur. Puis pour choisir le meilleur, on va chercher celui qui se trompe le moins, finalement. Donc, c'est pour ça qu'on veut avoir une bonne mesure de l'erreur de notre modèle. Deuxièmement, on veut avoir une idée de la confiance qu'on peut accorder à notre modèle. Il faut être conscient que dans bien des cas, même si on a choisi le meilleur modèle et même si on a travaillé très, 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 très fort, c'est possible que le modèle qu'on a construit donne finalement pas une assez bonne performance pour qu'on puisse l'utiliser en pratique. Alors, il faut être capable d'avoir une idée de cette performance-là de notre modèle, une idée honnête de ce à quoi on peut s'attendre là, comme qualité de la prédiction avec notre modèle.
Alors, ce sont les deux raisons pour lesquelles on veut mesurer l'erreur de notre modèle. Si on a la chance d'avoir un très très grand échantillon, ce qu'on peut faire en général, c'est qu'on va séparer notre échantillon en trois. Un échantillon d'entraînement, un échantillon de validation et un échantillon de test. Typiquement, on peut mettre 50% de nos données dans l'échantillon d'entraînement, 30% dans l'échantillon de validation et 20% dans l'échantillon de test. Ceci dit, vous pourriez faire quelque chose de différent. On peut aller à 60% avec l'échantillon d'entraînement, garder 30% en validation et garder 10% dans notre échantillon de test. Ça dépend de l'importance qu'on accorde là, à chacun de nos objectifs. Parce que l'échantillon d'entraînement, lui, il nous sert à ajuster notre modèle. Donc, c'est à partir de l'échantillon d'entraînement qu'on va trouver notre fonction f de x. Donc, on va par exemple estimer nos paramètres si on procède par avec un modèle de régression là, standard. Le deuxième morceau, l'échantillon de validation, c'est celui qu'on va utiliser pour atteindre notre objectif 1. Donc, c'est celui qu'on va utiliser pour choisir le meilleur modèle parmi tous les modèles qu'on va avoir essayés. Et l'échantillon de test, c'est celui qui va nous servir à évaluer, une fois qu'on a choisi le meilleur modèle, à évaluer la performance de ce modèle-là globalement. On ne peut pas évaluer la performance du modèle directement sur l'échantillon de validation parce que, évidemment, là, on a choisi le modèle qui performait le mieux sur l'échantillon de validation. Donc, on risque un peu de sous-estimer notre erreur si on utilise l'échantillon de validation pour se faire une idée là, de la confiance qu'on peut accorder à notre modèle. Donc, un des éléments qui est important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'échantillon qu'on a utilisé pour créer notre modèle pour bien mesurer l'erreur qu'on fait. Ce qu'on veut mesurer, en fait, c'est pas l'erreur sur l'échantillon d'entraînement, mais c'est l'erreur qu'on va appeler l'erreur de généralisation. Donc, si je reviens à ma diapo, l'erreur de généralisation, c'est l'erreur qu'on mesurerait sur soit l'échantillon de validation ou l'échantillon de test. Donc, on va définir un petit peu mieux ces termes-là. Alors, l'erreur de généralisation, c'est l'espérance de l'erreur qu'on va observer sur un nouvel échantillon. Le petit indice là, avec le 0 ici que vous allez retrouver dans le livre aussi, il réfère à un échantillon qui n'a pas du tout été utilisé pour construire le modèle. Et le L ici réfère à une certaine fonction d'erreur, une fonction de perte comme la fonction de perte quadratique par exemple. Alors c'est cette espérance-là, sachant T qui est notre échantillon d'entraînement. Alors ça c'est pour l'erreur de généralisation. L'erreur sur notre échantillon d'entraînement, lui, mais c'est tout simplement la moyenne de ce qu'on va observer comme perte ou comme erreur, mais sur nos données qui ont servi à entraîner le modèle. Donc, si on avait une perte quadratique ici, par exemple, cette fonction-là nous donnerait quelque chose comme yi moins y bar au carré. Donc, ce serait l'erreur qu'on mesurerait sur notre échantillon d'entraînement. Ce qu'il faut comprendre par la suite, là, c'est que l'erreur sur l'échantillon d'entraînement nécessairement va sous-estimer l'erreur réelle qu'on voudrait mesurer, donc l'erreur de généralisation. Pour être capable de démontrer ça, c'est assez intuitif comme concept, l'idée que la performance va être moins bonne sur de nouvelles données que sur les données qu'on a utilisées pour créer le modèle. C'est assez intuitif, mais c'est aussi mathématiquement prouvé là, pour plusieurs fonctions de perte. Donc, pour être en mesure de travailler un petit peu cette preuve-là, il faut introduire un nouveau concept qui va être l'erreur in sample. L'erreur in sample, c'est un terme d'erreur aussi
Donc, c'est aussi l'espérance d'une certaine fonction de perte. Mais ici, si vous regardez un peu la notation, là, ce sont des Y différents de ceux qui ont été utilisés pour entraîner le modèle, mais mesurés aux mêmes valeurs de X. Ça veut dire, par exemple, on a assez rarement ce genre de données-là en pratique, là, à part dans les expériences de laboratoire, mais on va utiliser ce concept-là juste pour comprendre un peu la théorie. On pourrait s'imaginer, par exemple, qu'on a une certaine concentration d'un catalyseur là, quelconque dans une expérience chimique avec une vitesse de réaction Y. Donc, on pourrait observer un échantillon d'entraînement qui aurait l'air de ça ici, par exemple. Okay. Donc, ça, ce serait notre échantillon d'entraînement. Si on avait un échantillon qui nous permettait de mesurer l'erreur de généralisation, on aurait un échantillon qui serait repris là, un peu n'importe où sur ce graphique-là. L'échantillon in sample, ça va être un échantillon qui, ça va être des nouveaux Y, mais qui vont être pris exactement aux mêmes valeurs de X. Comme ça. Comprenez-vous? Donc, c'est un échantillon qui est différent de l'échantillon d'entraînement, mais qui est mesuré exactement aux mêmes endroits. Alors, ce qu'on peut faire par la suite, une fois qu'on a défini ce terme-là, ça peut nous aider à comprendre pourquoi on dit que la mesure d'erreur sur l'échantillon d'entraînement est optimiste. Alors ici, on va supposer que ce qu'on veut mesurer, c'est notre erreur sur notre erreur in sample, donc l'erreur qui va se produire, mais sur des données qui n'ont pas servi à l'entraînement du modèle. Et ça, c'est ce qu'on mesure. Okay? Donc, l'écart entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'optimisme de la mesure d'erreur sur l'échantillon d'entraînement. Si on utilise une fonction de perte, 0,1, on est capable de montrer assez facilement que cet écart-là est directement lié à la covariance entre ce qu'on a observé et ce qu'on a prédit. Il manque un petit ici. Alors, plus nos données sont ajustées très très exactement là, sur notre modèle, plus cet écart-là entre ce qu'on voudrait mesurer et ce qu'on mesure est élevé. Si on suppose aussi qu'on a utilisé un modèle linéaire, on peut même poursuivre un peu l'analyse de ce terme-là pour se rendre compte que l'optimisme de notre mesure d'erreur, il va dépendre de trois choses. La taille de l'échantillon, la taille de l'échantillon, le terme ici, c'est la variance de la portion aléatoire de Y. Et le D ici, c'est le nombre de paramètres dans le modèle. Alors, on peut voir que plus l'échantillon est grand, meilleure va être notre erreur, mesure de l'erreur sur l'échantillon d'entraînement. Si l'échantillon est petit, par contre, on a beaucoup de chances de se tromper. Si le nombre de paramètres est grand, on a beaucoup de chances de surestimer, d'être trop optimiste avec notre mesure d'erreur sur l'échantillon d'entraînement. Même chose si la variabilité, la portion aléatoire de ce qu'on cherche à mesurer est très très grande. Alors, pour mesurer l'erreur, il y a différentes façons de procéder, là. Vous pourrez aller lire notamment les sections 7.5 à 7.7 du livre pour mesurer l'erreur in sample. Donc, c'est souvent des méthodes qui se basent sur la vraisemblance, donc le AIC, le BIC
et le CP de Mallows. On va pas les voir dans le cadre du cours, mais si vous ne les connaissez pas, c'est quand même assez important d'aller comprendre ce genre de mesures-là parce que malheureusement, les autres stratégies que je vais vous montrer tout à l'heure, ils fonctionnent pas tout le temps. Dans certains cas, on est obligé de s'en remettre à l'AIC, BIC et le CP de Mallows pour avoir une idée de la qualité de notre modèle, ou du moins pour choisir notre modèle. Alors, nous, on va se concentrer sur des techniques pour estimer directement l'erreur de généralisation. Alors, j'en vois deux principalement. Là, le bootstrap, qu'on ne couvre pas dans ce cours-ci. Si vous voulez parler là, apprendre un petit peu plus sur le bootstrap, là, vous pourriez aller suivre le cours de statistique computationnelle. Nous, on va se concentrer sur la validation croisée. Ceci dit, les deux techniques sont pas complètement différentes. Là. Il y a des liens quand même à faire entre les deux techniques, mais nous, on va vraiment se concentrer sur la portion validation croisée. Alors, la validation croisée, et là, je vous demande d'aller lire au complet la section 7.10 du livre. Vous devez maîtriser cette section-là complètement. Alors, en validation croisée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les morceaux qu'on avait prévu utiliser pour l'entraînement et la validation. On va mettre tout ça ensemble et on va séparer cette portion-là de l'échantillon en cas plis. Donc ici, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4. Dans l'exemple que j'ai fait, j'ai pris 5 plis. Donc, on va séparer ça en 5 plis et on va, à chaque étape, on va retirer un des plis de l'échantillon, on va ajuster le modèle sur les autres plis et on va venir prédire sur le pli qui avait été exclu. C'est le concept de la validation croisée. Alors, si on regarde ça un petit peu plus en détail, donc on sépare notre échantillon en cas plis de façon aléatoire. Pour chacun des plis, on va commencer par retirer un des plis. Donc ici, dans l'exemple, j'ai retiré le pli 1. Et on va ajuster le modèle, le F-chapeau ici, en utilisant l'ensemble des autres plis. À l'étape suivante, on va venir prendre le modèle qu'on avait ajusté sur ça ici et on va l'utiliser pour venir faire une prédiction sur le premier pli. Ensuite de ça, on va calculer la mesure d'erreur qu'on va avoir choisie sur ce pli-là. Ensuite, on va faire la moyenne pour chacun de nos plis. Et on va répéter l'opération typiquement sur plusieurs modèles qu'on va avoir construits. Et on va choisir le modèle qui a la meilleure performance. Alors, quand on regarde ça, ça a l'air bien simple. La validation croisée, ça semble très, très naturel, très, très facile à mettre en œuvre. Mais en réalité, il y a plusieurs petits problèmes qui peuvent survenir. Je ne vais pas nécessairement en parler trop en détail, mais je veux que vous soyez conscient de ça. Je veux simplement que vous soyez conscient de ça. La première question qu'on va se poser, c'est cas pli, combien on fait de cas? Okay? Donc là, il y a plusieurs discussions qui ont lieu là-dessus. Mais je vous dirais qu'en général, là, faire entre 5 et 10 plis, c'est une bonne chose. Certaines, selon la taille de l'échantillon, ça va varier aussi. Si l'échantillon est particulièrement petit, on pourrait faire autant de plis qu'on a de données dans l'échantillon. Donc, ça s'appelle la validation, le Leave One Out, LOO. Mais généralement, là, sur un échantillon de taille assez raisonnable, 5 à 10 plis, ça fait assez bien le travail. Pourquoi pas plus que ça? Ben parce que c'est quelque chose qui se fait assez bien si on a des modèles qui s'estiment rapidement, comme une régression par exemple. Mais dès qu'on arrive avec des modèles un peu plus costauds à ajuster, là, comme par exemple les forêts aléatoires ou les réseaux de neurones, eh bien ça devient un peu long de faire plus de plis. Donc c'est ça. En général, le 5 à 10 plis, ça va être suffisant. Donc ça, c'est la première question, ou peut-être la première question qu'on peut se poser. Maintenant, dès l'étape 1, il y a des choses qui peuvent se passer qui vont être un peu plus embêtantes que ça. Donc, la première, c'est le cas où
nos observations ne sont pas indépendantes. Dans un contexte où on travaille avec des observations IID, là, tout va assez bien. Dans un contexte où on aurait, par exemple, des données qui seraient prises dans le temps. Okay? Donc, supposons que j'ai le temps ici. Et puis ici, là, j'ai sur le Y, j'ai la valeur de mes variables. Et puis, j'ai mon X, comme ça, qui est mesuré dans le temps. Et puis, j'ai, mettons, mon Y, qui, lui aussi, est mesuré dans le temps. Alors, dans un contexte comme ça, là, ici, mes données devraient être vis-à-vis ici, là, parce qu'en général, elles sont prises au même moment dans le temps. Donc, quand on a une situation comme celle-ci, ce qui se passe, c'est que ma valeur ici, par exemple, elle n'est pas indépendante de la valeur précédente. C'est-à-dire que la valeur prise au temps précédent vient me donner de l'information sur ma valeur prise à ce temps-là. Donc, dans un contexte comme celui-là, si on décide de tout simplement séparer cet échantillon-là en 5 de façon complètement aléatoire, ben, on peut se retrouver dans une situation où, mettons, on a perdu ces points-là ici et ces points-là ici. Donc, vous comprenez bien qu'on perd la structure de dépendance avec l'observation précédente. Ça crée des petits problèmes au niveau de l'évaluation de la mesure de l'erreur. Dans le cas des séries temporelles, là, il y a quelques articles là-dessus que je pourrais peut-être mettre sur le site web du cours, sans entrer en détail là-dedans, là, c'est pas l'objectif, mais je veux juste que vous soyez sensible à ça et que vous sachiez, si jamais vous avez des données temporelles, que vous ne pouvez pas tout simplement prendre votre jeu de données et le séparer en 5 à 10 là, sans trop vous poser de questions. Il va se passer la même chose avec les données spatiales, donc des données qui ont de la dépendance spatiale, avec des données qui ont des structures hiérarchiques, on va avoir le même genre de problème. Donc, il y a toutes sortes de cas où les données ne sont pas indépendantes et on ne peut pas faire la séparation ou la validation croisée de façon aussi simple qu'on la ferait avec des données indépendantes. Donc, premier point. Ça, c'était le deuxième, en fait. Ensuite, l'autre élément là, qui peut venir jouer un peu, là, ça va être sur le choix de notre mesure de perte. J'ai supposé qu'on prenait une fonction de perte 0,1 ou une fonction de perte quadratique. Mais en réalité, c'est peut-être pas toujours ça qu'on veut mesurer exactement comme erreur ou comme performance de notre modèle. Cet élément-là, j'en parle pas trop tout de suite parce que je vais y revenir plus tard. Donc, dans la partie 2 sur l'évaluation et la sélection de modèles, on va revenir sur cette question-là de c'est quoi la performance d'un modèle, c'est quoi un bon modèle, c'est quoi les critères pour l'évaluer. Donc, on va en parler un petit peu plus un peu plus tard. Autre élément qui peut poser problème un peu, c'est le fait de se baser uniquement sur la moyenne de la performance sur chacun des plis de la validation croisée. Alors, si on regarde un exemple, okay, j'ai fait un petit exemple, j'ai créé un modèle ici, un petit graphique là, qui ressemble à ce que vous allez devoir faire dans le devoir. Alors, j'ai créé 4 modèles, un arbre, une forêt, une analyse discriminante et un XGBoost. C'est pas très important que vous ne compreniez pas ces notions-là pour l'instant. L'idée, c'est que le graphique qui est là vous permet de voir c'est quoi la perte, donc l'erreur sur chacun la distribution de l'erreur sur chaque pli par modèle. Donc, on voit tout de suite en partant que l'erreur là, est assez grande pour ces deux modèles-là de façon générale. Donc, mon LDA, mon analyse discriminante et mon arbre, il y a une très grande perte. C'est probablement assez clairement pas les modèles que je choisirais dans ce contexte-là précis. Maintenant, si on regarde la forêt aléatoire et le gradient boosting. Alors, si on regarde la médiane, là, on voit que, en général, la forêt aléatoire performe mieux que
le gradient boosting. Donc, ce modèle-là serait meilleur que celui-là. Par contre, un autre élément qui peut nous intéresser à l'occasion, c'est pas juste la médiane, mais c'est la variabilité de cette performance-là d'un modèle à l'autre. Donc ici, oui, c'est un peu mieux, mais si on regarde là, la performance sur la pire performance, elle est plus élevée que la pire performance du gradient boosting. Et dans certains cas, on peut même observer, et là, c'est pas le cas sur cette figure-là, mais dans certains cas, on va même observer des valeurs extrêmes, donc des plis sur lesquels un modèle a vraiment, mais vraiment mal performé. Donc, si j'avais une valeur extrême ici, par exemple, pour la forêt aléatoire, ben, dans ce cas-là, probablement que personnellement, je privilégierais le gradient boosting parce que sa performance globalement est pas si mal, et puis on voit que la performance est à peu près la même sur chacun des plis de la validation croisée, donc ça semble plus stable d'un échantillon à l'autre. Voilà, donc oui, regardez la moyenne de la performance, mais regardez la distribution de la performance, ça peut être un élément intéressant aussi. Dernier point par rapport aux difficultés de la validation croisée, c'est que il faut réfléchir comme il faut dans quel ordre on fait chacune des étapes. Ici, c'est présenté de façon assez simple, mais il faut quand même prendre le temps de se poser quelques questions. Comme par exemple, s'il y avait une sélection de variables à faire, on la ferait à quelle étape là-dedans? Donc, c'est une discussion que vous pouvez aller lire dans le livre, je pense que c'est la section 7.12 qui porte là-dessus. Donc, lisez-le en détail là, pour bien comprendre la bonne et la mauvaise façon de faire la validation croisée. Et le même genre de question peut survenir si on a des données manquantes. L'imputation, on la fait à quelle étape là-dedans? Donc, c'est des questions que je vous invite à vous poser, mais je vais vous laisser aller lire la section là, à cet effet dans le livre. Et je vais vous laisser réfléchir à ça. Alors, on va faire un résumé dans lequel je vais vous expliquer un peu mes attentes par rapport à la suite. Alors, ce que vous devriez être en mesure de faire. Donc, je m'attends à ce que vous soyez capable de m'expliquer l'optimisme de l'erreur sur l'échantillon d'entraînement. Ça pourrait être directement une question là, dans un examen, par exemple. Donc, on a vu là, que l'erreur sur l'échantillon d'entraînement sous-estimait un peu l'erreur réelle ou l'erreur de généralisation, et je veux que vous soyez en mesure de m'expliquer ça. Vous devez être en mesure de coder l'algorithme de la validation croisée avec R, et vous allez devoir le faire dans dans le questionnaire de cette semaine. Donc, il s'agit juste d'écrire le code pour faire l'algorithme qu'on a vu il y a quelques diapositives. Ensuite de ça, je m'attends à ce que, avec la discussion que je vous ai faite sur la validation croisée, ainsi qu'avec la lecture que vous allez faire dans le livre, je m'attends à ce que vous soyez capable de me donner des exemples de situations où la validation croisée est plus difficile à mettre en œuvre. Donc, je vous ai donné quelques exemples. J'aimerais ça que vous soyez capable de réfléchir à soit vos champs d'application ou d'autres champs d'application, là, dans quel genre de contexte ça va être un petit peu plus difficile à mettre en œuvre. Ensuite, vous devez être capable d'utiliser la validation croisée pour comparer différents modèles. Alors voilà, ça fait le tour pour l'évaluation et la sélection de modèles. On se revoit pour la prochaine capsule qui va être sur les SAR.